Lorsque j'ai appris que j'avais hérité de la maison de ma grand-mère, je n'en croyais pas mes yeux. La nouvelle m'a frappé comme un coup de tonnerre, bousculant mes pensées et m'arrachant à ma vie ordinaire. Cette maison, c'était bien plus qu'un simple bien immobilier. Elle était une légende dans la famille, un sujet de murmure entre les adultes, souvent teinté de mystère et de non-dits. Discrète, presque invisible, elle se dressait au cœur d'un petit village côtier, isolé des autres demeures par un paysage de bruyères et de mers tumultueuses, où le vent hurlait sans relâche, donnant l'impression que la nature elle-même murmurait des secrets enfouis. Ma grand-mère, surnommée la Dame des Vents par les habitants, était une figure à part. Elle vivait dans une sorte d'isolement volontaire, une discrétion étrange qui la rendait aussi fascinante qu'inaccessible. Les habitants du village chuchotaient des histoires sur elle, parlant de son regard perçant, de ses cheveux d'argent, de sa démarche sage mais déterminée. Mais jamais personne ne s'était vraiment approché. Elle ne sortait jamais en dehors de ses besoins essentiels, et ses seules visites à l'extérieur se faisaient tôt le matin, avant que les gens ne sortent de leur maison. Ma famille, moi incluse, n'avait jamais vraiment compris pourquoi elle vivait ainsi. Quand j'étais enfant, je n'avais qu'une idée vague de ce que signifiait vraiment la maison de grand-mère. Je l'imaginais comme un lieu magique, même si, à chaque fois que nous y allions, l'ambiance était lourde, presque oppressante. La maison semblait figée dans le temps, un manoir ancien, ses fenêtres en bois fatiguées par les années, fissurées par l'usure du vent et de l'humidité salée. Le jardin, jadis splendide, était envahi par la végétation, une jungle désordonnée d'arbustes, de lianes et de fleurs sauvages qui semblaient avoir grandi à leur propre rythme. Je n'avais jamais su exactement ce que cachait cette maison, ni les raisons de la solitude de ma grand-mère. Mais à chaque fois que j'en approchais, une étrange sensation m'envahissait. Une sorte d'écho dans le vent, comme si la maison elle-même était vivante, chargée d'histoires oubliées et de secrets profondément enfouis. C'était comme si les murs, les portes, et même le sol murmuraient des choses que je ne pouvais pas entendre complètement, mais qui m'intriguaient. Quelque chose me disait que, derrière son apparence de ruine, cette maison portait l'âme de ma famille, celle qui m'échappait depuis toujours. Ma grand-mère mourut alors que j'étais adolescente, trop jeune pour comprendre l'ampleur de son absence et trop distante de sa vie pour vraiment m'interroger sur ses choix. Elle avait été une figure à la fois admirée et incomprise, et sa mort, bien que triste, ne fit qu'ajouter au mystère qui entourait son existence. Ce n'était que des années plus tard, en recevant un appel du notaire, que je compris l'importance de cet héritage. Le notaire, un homme calme et méthodique, m'informa que j'étais la seule héritière légale de la maison. Mon cœur se serra à cette annonce. Je n'avais plus de contact avec elle depuis des années, et je n'avais jamais imaginé qu'elle me laisserait quoi que ce soit. Quand je repensais à tout ce que mes parents et mes oncles et tantes avaient dit au sujet de cette maison, je réalisais à quel point ils l'avaient sous-estimée, la réduisant à une simple bâtisse isolée, trop vieille et trop dégradée pour être véritablement précieuse. Le testament, dans sa simplicité, avait laissé la maison à ma seule responsabilité. Le reste, les objets, les souvenirs, semblaient avoir été effacés, comme si ma grand-mère, en dépit de tout, avait voulu laisser un vide derrière elle. Mais pour moi, c'était plus qu'une maison. C'était une clé, une invitation à découvrir ce qui avait été caché pendant des décennies. La première fois que je mis les pieds dans cette maison après la mort de ma grand-mère, l'odeur de poussière et de bois moisi me frappa aussitôt. La lumière du matin traversait les rideaux usés, projetant des ombres longues sur les murs fissurés. Le silence était absolu, presque palpable, comme si le temps lui-même s'était arrêté ici. Le village autour semblait figé dans une autre époque, et les rares habitants que je croisais avaient tous ce regard furtif, comme s'ils avaient tous une histoire à raconter, mais n'osaient jamais la partager. Je me sentis immédiatement différente en pénétrant dans cette maison. Un poids semblait se poser sur mes épaules, mais en même temps, une sensation de familiarité, comme si j'étais entrée dans un lieu que je connaissais déjà. Une présence, invisible mais intense, m'accompagnait. L'esprit de ma grand-mère, sans doute. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui attendait d'être découvert. Le grenier, dans l'obscurité de ses recoins poussiéreux, m'appela comme un murmure lointain. Je n'avais jamais été curieuse à l'époque de ma jeunesse, mais maintenant, chaque recoin semblait receler un secret prêt à émerger. Là, sous des draps jaunis par les années, je découvris une vieille malle en bois. Elle était dissimulée, comme si elle avait été placée là dans le but de ne jamais être trouvée. Je l'ouvris, mes mains tremblantes d'excitation. À l'intérieur, des lettres anciennes, des carnets reliés en cuir, des objets en apparence banals mais qui semblaient dégager une étrange aura. L'un des carnets, plus usé que les autres,
attira particulièrement mon attention. Ces pages étaient couvertes d'une écriture serrée, presque illisible, mais une intuition me souffla que ces mots avaient été écrits avec une intention profonde. En lisant ces lettres, je me rendis compte qu'elles ne parlaient pas seulement de ma grand-mère. Elles racontaient l'histoire d'une lignée, d'un groupe d'ancêtres qui avaient vécu dans cette maison bien avant elle, et qui semblaient liés à quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Les pages décrivaient des générations de femmes, les gardiennes du sable, qui avaient vécu dans l'ombre, veillant sur des savoirs anciens et des pouvoirs oubliés. Ces femmes n'étaient pas seulement des protectrices, mais des détentrices de secrets d'une époque révolue, des connaissances que le monde moderne avait perdues, des secrets qui n'avaient pas leur place dans un monde si pressé de tout oublier. Les lettres que j'avais découvertes dans le grenier n'étaient pas seulement des témoignages d'une époque révolue, elles contenaient des avertissements. Des avertissements que personne n'avait pris au sérieux, ou peut-être que personne n'avait osé déchiffrer. Au fur et à mesure que je les parcourais, il devenait évident que la famille n'était pas seulement héritière d'une maison, mais d'une mission. Une mission que mes ancêtres, les gardiennes du sable, avaient portée pendant des générations, un fardeau qu'elles avaient accepté en silence et en secret. Les gardiennes du sable, comme le nom l'indiquait, étaient des protectrices. Mais il ne s'agissait pas simplement de gardiennes de lieux ou de trésors physiques. Elles protégeaient quelque chose de bien plus intangible et dangereux, des connaissances anciennes liées à des forces occultes que l'on ne devait ni réveiller ni exploiter. Ces forces, d'après les lettres, étaient à la fois puissantes et terrifiantes, capables de façonner la réalité à leur gré. Une erreur dans leur manipulation pouvait entraîner des conséquences irréversibles, des brèches dans le tissu même du monde. Chaque génération, chaque gardienne, avait été initiée à ces mystères dans l'ombre de cette maison, au cœur de rituels sacrés, souvent entourés de symboles occultes, de textes ésotériques et de pratiques qui avaient échappé à la compréhension commune. Ma grand-mère, en tant que gardienne la plus récente, avait été celle qui, plus que toute autre, s'était battue pour protéger ce savoir interdit. Mais la guerre contre l'oubli et l'exploitation de ces connaissances n'était pas facile. Au fil du temps, la pression sur elle s'était intensifiée, et elle avait dû faire face à des forces extérieures cherchant à percer le secret. C'est pourquoi elle était devenue une figure distante, si mystérieuse. Les gens parlaient d'elle en murmures, mais personne ne savait vraiment qui elle était ni ce qu'elle protégeait. L'un des détails les plus intrigants dans les écrits de ma grand-mère concernait un ancien site sacré sous la maison. Elle avait mentionné ce lieu comme étant l'axe du monde, un point de convergence entre les royaumes des vivants et des morts. Un carrefour, en quelque sorte, où les frontières entre les mondes étaient fines et poreuses. La maison, selon ces mots, n'avait jamais été simplement une construction. Elle avait été érigée sur ce sol ancien pour servir de sanctuaire, un endroit où les forces occultes pouvaient être contenues, plutôt que libérées. Mais, avec la vente de la maison, quelque chose d'impensable s'était produit. En cédant la demeure, ma famille avait accidentellement ouvert une porte qu'on ne pouvait refermer, un portail vers des énergies anciennes et dangereuses. Le plus alarmant, c'était que ce n'était pas seulement un héritage matériel que j'avais reçu, mais aussi un rôle, une responsabilité que j'étais désormais forcé de porter. Dans un dernier carnet, caché sous une pile de papier jauni, ma grand-mère m'avait laissé un message qui allait bien au-delà de simples instructions. Elle m'écrivait, comme si elle savait que ce moment viendrait. « Ma chère fille, la maison ne t'appartient pas réellement. Elle t'a choisi. Tu es l'élue des gardiennes. Le moment est venu pour toi de protéger ce lieu. Ceux qui ont voulu le vendre n'ont pas vu ce qu'ils faisaient. Ils ont libéré une force que tu dois maintenant maîtriser. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme une malédiction et un appel à l'action à la fois. Que signifiait-elle par « la maison ne t'appartient pas » ? Pourquoi moi ? Et quel rôle aurais-je à jouer dans tout cela ? Je n'avais aucune formation en magie, en occultisme, ni même en histoire familiale. J'étais simplement une jeune femme qui avait hérité d'une vieille maison, une maison dont les secrets ne faisaient que commencer à m'apparaître. Au début, je ne savais pas quoi faire avec ces révélations. Mais très vite, la maison commença à me parler de manière étrange. Des bruits mystérieux résonnaient dans les couloirs, des murmures s'élevaient dans l'air comme des échos d'un autre temps. Un soir, alors que je m'efforçais de trouver des réponses dans les journaux de ma grand-mère, j'entendis un bruit de verre brisé venant du salon. Je me précipitai, le cœur battant, mais en entrant dans la pièce, je constatai que tout était calme. Pourtant, sur la table basse, un objet vieux et poussiéreux s'était déplacé, comme si une main invisible l'avait posé là. C'était une clé en argent, gravée de symboles anciens que je reconnaissais à peine. La clé était délicate, mais d'une beauté étrange, et son design ne ressemblait à aucune clé ordinaire.
Elle semblait faite pour ouvrir un verrou particulier, un endroit spécifique, quelque chose que je n'avais pas encore découvert. L'inquiétude se mêlait à la fascination. J'avais maintenant l'impression que chaque mouvement de la maison, chaque phénomène étrange, était un avertissement. Quelque chose était en train de se réveiller. Le promoteur qui avait acheté la maison, un homme arrogant et implacable nommé Gérald Lefebvre, semblait également avoir compris quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Peu de temps après que la vente eut été conclue, il commença à m'envoyer des messages menaçants, affirmant que la maison était une malédiction et qu'il voulait récupérer son bien. Il insistait sur le fait que la maison appartenait à un autre monde, et que les erreurs commises avaient conduit à des déséquilibres qu'il comptait rectifier. Mais il était trop tard. Ce qu'il ignorait, c'est que cette maison ne pouvait plus être vendue. Non parce que le marché immobilier en avait décidé ainsi, mais parce que la maison elle-même en avait décidé autrement. Elle m'avait choisi, et tout ce qui touchait à ce lieu, à ce site sacré, était désormais inextricablement lié à mon destin. Le passé, les secrets, la maison, tout était connecté, et il n'y avait pas de retour en arrière. À partir de ce moment-là, les événements devinrent de plus en plus étranges et menaçants. La clé, gravée de symboles que je ne comprenais pas, semblait être la pièce manquante du puzzle. Un puzzle que je n'avais pas demandé à résoudre, mais que je n'avais plus le choix de comprendre. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de découvertes, mais aussi de révélations terrifiantes. À mesure que je m'enfonçais dans l'exploration de la maison, chaque recoin semblait abriter un secret enfoui, un indice du poids de l'héritage qui m'était destiné. La première découverte marquante fut une pièce secrète, cachée derrière un panneau mural que j'avais à peine remarqué. Lorsqu'il céda sous mes doigts, une froideur étrange envahit la pièce. La lumière vacilla alors que j'entrais dans cet espace caché, un espace qui n'avait jamais été destiné à être vu par quiconque. La pièce était vaste et poussiéreuse, mais ce qui me frappa immédiatement, ce furent les artefacts. Des objets d'une ancienneté incroyable, disposés avec soin sur des étagères anciennes, des objets qui semblaient vibrer d'une énergie particulière. Des livres reliés en cuir, leurs pages rongées par le temps, étaient empilés avec une précision presque rituelle. À côté d'eux, des reliques, des amulettes, des talismans, et même des objets que je ne pouvais identifier, semblaient émettre une aura de puissance presque palpable. Ces artefacts n'étaient pas seulement des souvenirs du passé, mais des instruments d'un savoir ancien, un savoir interdit, réservé à la lignée des gardiennes. Et c'est là, au milieu de cette salle secrète, que je compris enfin l'ampleur de la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Les lettres de ma grand-mère et les vieux journaux que j'avais trouvés prenaient soudainement tout leur sens. La clé, que j'avais découverte quelques jours plus tôt, n'était pas simplement un symbole de mon héritage, elle avait une fonction bien plus importante. Elle n'était pas destinée à ouvrir une porte ordinaire, mais à déverrouiller un coffre, caché dans les profondeurs de la maison. Ce coffre renfermait ce qui semblait être l'ultime héritage des gardiennes, la dernière arme, l'objet final, l'artefact capable de maintenir l'équilibre entre les forces surnaturelles et le monde des vivants. Cet artefact, ma grand-mère l'avait protégé jusqu'à son dernier souffle, et maintenant c'était à moi de le défendre à tout prix. Au fond de cette pièce secrète, cachée dans une alcôve dissimulée sous des draps poussiéreux, je trouvai un coffre ancien, orné de symboles que je reconnaissais vaguement. Des symboles similaires à ceux qui figuraient sur la clé, comme si cet artefact était conçu pour une seule personne, moi. Avec une lenteur presque rituelle, je insérai la clé dans la serrure. Un frisson d'électricité parcourut mon corps lorsque la serrure céda, et le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, je trouvai un objet énigmatique, une pierre noire, lisse, mais d'une intensité déstabilisante, qui semblait presque absorber la lumière autour d'elle. Elle dégageait une chaleur étrange, et dans sa présence, je pouvais sentir une vibration, comme une présence ancienne et insidieuse qui semblait m'observer. Je comprenais enfin. La mission de ma famille n'avait pas été simplement de protéger un lieu, mais de contenir une force primordiale, une force qui, si elle était libérée, pourrait changer le cours de l'histoire. C'était là la responsabilité des gardiennes, veiller sur cet artefact et empêcher que ceux qui cherchaient à l'utiliser à des fins personnelles ne parviennent à l'exploiter. Mais la clé ne m'avait pas seulement ouverte sur un coffre, elle m'avait aussi exposé à la vérité sur ce qui avait été libéré lorsque la maison avait été vendue. Ce n'était pas qu'un simple transfert de propriété, c'était un acte qui avait réveillé cette force, cette énergie ancienne qui, attirée par la perturbation du lieu, s'était maintenant mise en marche. C'est alors que je réalisai que je n'étais pas seul dans cette lutte. Des forces plus sombres, des entités inconnues, attendaient dans l'ombre, attirées par la perturbation de l'équilibre. J'avais maintenant un rôle à jouer,
protéger cet héritage et empêcher que ce pouvoir ne tombe entre de mauvaises mains. Mais ce n'était pas aussi simple. La maison, comme mes ancêtres l'avaient appris à leurs dépens, avait un prix. Ce prix était lourd, bien plus lourd que je ne l'avais imaginé. La maison semblait être un organisme vivant, une entité avec sa propre volonté. Ses murs, ses fondations, étaient imprégnés d'une magie ancienne, et tout ce qui était libéré en son sein avait un coût. Chaque utilisation de ce pouvoir, chaque exploration plus profonde de ces mystères, semblait entraîner des conséquences, des changements subtils mais inévitables dans l'atmosphère de la maison. Une pression invisible s'ajoutait à mon esprit, me rappelant constamment que cette responsabilité ne pouvait pas être prise à la légère. Je commençais à comprendre que le véritable test ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une question de protéger la maison ou de garder l'artefact en sécurité. Non, le véritable défi serait d'apprendre à maîtriser ce pouvoir, à comprendre comment il fonctionnait sans se laisser corrompre par lui. Les gardiennes avaient sacrifié beaucoup pour préserver cet équilibre, et maintenant c'était mon tour. Mais je savais que cela viendrait avec des sacrifices. La maison, tout comme les secrets qu'elle renfermait, n'avait pas l'intention de me laisser partir sans que j'en paie le prix. Les phénomènes surnaturels se firent de plus en plus fréquents. Les murmures dans les murs devenaient des voix distinctes, des paroles inaudibles mais qui semblaient me guider. Certaines nuits, je me réveillais en entendant des pas dans les couloirs, bien qu'aucune âme ne fût présente. Les objets se déplaçaient d'eux-mêmes, et parfois, dans les reflets des miroirs, je pouvais voir des ombres fugaces, des silhouettes qui n'étaient pas les miennes. La maison m'observait, m'éprouvait, m'essayait. Je savais que le moment où je serais confronté à ce qui se cachait derrière ces phénomènes approchait. Et lorsque ce moment arriverait, je devrais être prête. Parce que la maison ne me demanderait pas juste de protéger son héritage. Elle me demanderait de défendre l'équilibre du monde. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas moi qui choisirais le prix à payer.